Certains passages de ce programme sont susceptibles de heurter la sensibilité des plus jeunes. Bonsoir, c'est une émission exceptionnelle que nous vous proposons ce soir. Un voyage au cœur de l'étrange qui, vous allez le voir, défie les lois de la raison. Phénomènes paranormaux, manifestations surnaturelles, effrayantes malédictions, prophéties. Saviez-vous par exemple que le naufrage du Titanic avait été écrit dans un livre 14 ans auparavant ? Même nom de bateau, même nombre de morts, même océan, même destination, même nom du commandant, même date. Aucune coïncidence n'est alors possible. Il existe bien des drames et des événements surnaturels que la science et les plus grands chercheurs reconnaissent, mais n'expliquent toujours pas. Enquête paranormale revient sur ces événements mystérieux et parfois effrayants. Regardez. Vous allez découvrir comment une étrange prophétie a mystérieusement annoncé le naufrage du Titanic 15 ans avant la catastrophe. C'est quelque chose de surnaturel. De morts à répétition en phénomènes paranormaux, pour quelle terrifiante raison dit-on qu'une malédiction s'est abattue sur Poltergeist, la trilogie la plus culte du cinéma d'épouvante? Tout ça repose sur une donnée très simple, un mot très simple qui s'appelle la profanation. Annabelle, la plus effrayante poupée du cinéma, existe bel et bien. Enquête paranormale revient sur la terrifiante histoire qui a inspiré Hollywood. La poupée Annabelle serait en fait un objet possédé. On l'appelle la Maison du Diable. 40 ans après les événements diaboliques qui s'y sont déroulés, le 112 Ocean Avenue à Amityville est aujourd'hui à vendre. Ce qui s'est passé dans cette maison, c'est cauchemardesque. En 2013, une jeune femme disparaissait mystérieusement dans les couloirs du Cecil Hotel, un hôtel diabolique réputé le plus hanté de Los Angeles. Certains diront que c'est un hôtel tueur. James Dean, l'icône du cinéma hollywoodien, a-t-il été assassiné par sa propre voiture? Une voiture tueuse hantée par une force diabolique. Ce véhicule-là a un destin étrange. Enquête paranormale revient enfin sur l'inquiétant et inexplicable ovni qui, en 1997, a bouleversé toute la population de Phoenix, en Arizona. Là, on était face à un objet d'une taille qui n'avait encore été jamais observée. Le Titanic, justement, est sans doute le naufrage le plus célèbre de l'histoire. Mais ce que beaucoup d'entre vous ignorent, c'est que 14 ans avant le drame, un écrivain avait décrit cette tragédie dans les moindres détails. Une prémonition troublante qui laisse entendre que certaines personnes peuvent prévoir le futur, y compris le plus tragique. Il reste à ce jour le plus célèbre naufrage de tous les temps. Avril 1912. Le paquebot Titanic sombre dans l'Atlantique Nord, emportant avec lui 1500 passagers. Vous allez découvrir que derrière cette terrible catastrophe se cache en réalité une mystérieuse prophétie. Morgan Robertson, 14 ans avant la tragédie, écrit ce qui va se passer avec le Titanic. Et ça semble être un témoignage prémonitoire. Jusqu'à quel point le sort du Titanic était-il écrit à l'avance? Évidemment, on reste assez confondu par la similitude de l'ouvrage avec la réalité. C'est quelque chose de surnaturel. Le destin du légendaire paquebot a-t-il été frappé par une étrange malédiction? L'histoire raconte qu'à cette momie aurait été attachée une malédiction, et donc c'est à cause de cette malédiction que le Titanic aurait fait naufrage. Le 14 avril 1912, à 23h40, le Titanic, paquebot réputé insubmersible, percute un iceberg sur le flanc tribord. 2h30 plus tard, il sombre dans les eaux profondes et glaciales de l'Atlantique Nord et emporte avec lui plus de 1500 personnes. C'était inconcevable pour le monde entier de considérer que ce bateau pouvait couler à l'époque. La catastrophe du Titanic connaît immédiatement dans le monde entier un retentissement considérable. C'est la première fois qu'on a atteint ce nombre de victimes. Depuis plus d'un siècle, cette tragédie intrigue le monde entier. Et si tout le monde connaît l'histoire du Titanic, c'est grâce au film de James Cameron,
qui retrace les dernières heures du paquebot de légende. On va s'en sortir, Rose. Fais-moi confiance. Je te fais confiance. Mais ce que le film ne dévoile pas, c'est qu'une prophétie avait scellé son sort longtemps auparavant. Une prophétie écrite par un jeune romancier américain. Morgan Robertson, 14 ans avant la tragédie, écrit un ouvrage prémonitoire où il décrit par le menu détail ce qui va se passer avec le Titanic. C'est le plus grand paquebot du monde qui fait naufrage dans l'Atlantique Nord lors de son voyage inaugural après avoir heurté un iceberg. Ce roman va participer de la légende du Titanic. Premier fait incroyable, ce livre publié en 1898, soit 14 ans avant le naufrage, a pour titre « Le naufrage du Titan ». Son bateau s'appelle le Titan. Titan, Titanic, c'est quasiment identique. Mais la ressemblance va encore plus loin. Dès les premières pages, la description précise que fait Robertson de son Titan correspond parfaitement à celle du Titanic. Il décrit le naufrage d'un paquebot qui présente de nombreuses caractéristiques similaires, étonnamment similaires à celles du Titanic. Il ressemble au Titanic. 3 hélices, la taille, même nombre de personnes à bord et le nombre de canaux également à l'identique. Le livre ne se contente pas de présenter des ressemblances entre le Titan et le Titanic. Il se révèle prémonitoire jusque dans les moindres détails. Ce qui est très étrange, c'est qu'il place aux commandes de son navire le commandant Smith, qui était le commandant du Titanic. Même navire, même capitaine, pour un même destin funèbre. Ces coïncidences sont si nombreuses qu'elles ne semblent pas le fruit du hasard. Il y a le mois où se produit le drame, dans le roman Avril, dans la réalité Avril. Tout au long des 127 pages, la réalité et la fiction se confondent. Dans le livre, le bateau aussi qualifié d'insubmersible se trouve dans les eaux de l'Atlantique avant de percuter un iceberg aux alentours de minuit, exactement comme le Titanic. Relisant ce roman, eh bien, on a presque des froids dans le dos à imaginer qu'un écrivain ait pu imaginer à ce point, inventer à ce point ce qui allait se produire dans la réalité. Pour beaucoup de personnes, cette vision apocalyptique de Morgan Robertson laisse plus que perplexe. Quand on met en côte à côte l'histoire du Titan et celle du Titanic, il y a de nombreuses coïncidences qui peuvent paraître troublantes. Évidemment, on reste assez confondu par la similitude de l'ouvrage avec la réalité, et ça semble être un témoignage prémonitoire. Le Titanic a sombré 14 ans avant dans l'esprit d'un romancier. C'est quelque chose de surnaturel. Le récit prophétique de Morgan Robertson est saisissant. Mais l'étrange histoire du paquebot ne s'arrête pas là. À sa construction, en 1909, des détails de sa conception sont perçus comme les signes d'un mauvais présage. Le numéro de série du Titanic, lors de sa construction dans le chantier naval, présente la caractéristique, lorsqu'il est lu dans un miroir, de vouloir dire en anglais « no pope », donc pas de pape. Un signe lugubre pour beaucoup. Et à une époque où la religion tient une place importante, il n'en faut pas moins à la population pour considérer le Titanic comme un navire diabolique. Avec un tel présage, le Titanic ne pouvait que connaître un destin funeste. Alors, le paquebot le plus connu de tous les temps est-il maudit? Car le jour de son départ, le mauvais œil plane toujours sur le Titanic. Il y a plusieurs personnes qui sont montées à bord du Titanic en ayant des pressentiments funestes. C'est aussi le sentiment qu'a eu William Stead, un journaliste américain très réputé au début du XXe siècle. Juste avant de monter à bord du Titanic, il a eu un très mauvais pressentiment. William Stead était passager du Titanic. C'était un journaliste assez connu à son époque, qui avait publié notamment beaucoup d'articles sur des questions ésotériques. Et il présentait la caractéristique, depuis de nombreuses années, d'affirmer qu'il allait mourir en mer lors d'une catastrophe maritime. Là aussi, ce pressentiment résonne comme une prémonition, puisque lui aussi a été emporté lors de la catastrophe. Mais cet événement n'est qu'une pièce du puzzle,
car d'autres faits troublants planent autour du Titanic, et notamment dans les cales de celui-ci. L'une des passagères du Titanic, Molly Brown, avait fait embarquer à bord du navire une caisse d'antiquités égyptienne qu'elle ramenait de son voyage en Égypte. Donc dans le manifeste du navire, il y avait enregistré une caisse d'antiquités égyptienne. Et dans cette cargaison se trouve une mystérieuse momie qui aurait scellé le sort du Titanic. L'histoire raconte que à cette momie aurait été attachée une malédiction, qui est que tous ceux qui ont violé son tombeau, qui ont transporté son corps, seraient condamnés à une mort rapide et violente. Et donc c'est à cause de cette malédiction que le Titanic aurait fait naufrage. Et alors que le Titanic repose à plus de 3800 mètres dans les eaux de l'Atlantique Nord, 23 ans après, un témoignage ravive la légende. Le 13 avril 1935, un cargo anglais traverse en pleine nuit le lieu du naufrage du Titanic. William Reeves, l'un des veilleurs, est alors saisi d'une angoisse épouvantable, mais hésite à donner l'alerte. Mais à 23h40, à l'heure précise où sombre le Titanic, il ne peut s'empêcher de crier « Obstacle droit devant ». Un énorme iceberg jaillit alors de l'obscurité. C'était un matelot qui avait eu cette prémonition, il était de quart et il a prévenu la passerelle pour qu'il se déroute et effectivement ils allaient tomber sur un iceberg. Cet événement aurait pu passer inaperçu si ce cargo ne s'était pas appelé le Titanian et si William Reeves, le veilleur, n'était pas né le 15 avril 1912, soit le jour exact de la tragédie du Titanic. Et ça reste effectivement un des éléments un peu étranges et inexplicables de cette histoire. Ce 15 avril 1912, le Titanic emporta sa malédiction dans les profondeurs de l'Atlantique Nord. Mais le mystère qui l'entoure n'a pas fini de nourrir sa légende. Et aujourd'hui encore, bien des questions restent sans réponse. Plus d'un siècle après, on peut dire que certains faits restent très troublants dans l'affaire du Titanic. Un roman qui, 14 ans avant, anticipe ce qui va se produire. Et puis, ce bâtiment insubmersible qui, finalement, cause la plus grande catastrophe de toute l'histoire des transports. Il y a de nombreux mystères sur lesquels les spécialistes, les historiens débattent aujourd'hui et qui alimentent et qui, en quelque sorte, épaississent le mystère et font qu'on ne cessera sans doute jamais de parler de l'histoire du Titanic. En 1982, un jeune réalisateur encore inconnu, Steven Spielberg, produit le film d'horreur Poltergeist. Un succès mondial lors de sa sortie dans les salles, au point d'en faire une trilogie. Mais si Poltergeist a autant marqué l'histoire du cinéma, c'est aussi pour une raison beaucoup plus étrange et sinistre. En coulisses, le film était sous l'emprise d'une véritable malédiction. Des morts en série, des drames, au point que plus aucun acteur, malgré des contrats de plusieurs millions, n'a souhaité poursuivre le projet. Depuis sa sortie en 1982, Poltergeist reste à ce jour l'une des trilogies les plus cultes du cinéma d'épouvante. Si l'histoire d'une famille aux prises avec d'effroyables forces surnaturelles est un succès mondial, en coulisses, la réalité est tout aussi glaçante. Le film serait frappé par une terrible et effrayante malédiction. C'est une des plus belles légendes de malédiction du cinéma tout court. C'est vrai que c'est pas commun, c'est pas dans tous les films de cinéma qu'on va retrouver autant d'accidents qui ont pu avoir lieu et qui entourent le film de mystère. Entre incidents à répétition, exorcisme et mort brutale, Poltergeist est entré dans la légende des films maudits. Des acteurs principaux qui vont mourir, des accidents qui vont se répéter au fur et à mesure des tournages. Pour le 2, il a fallu leur payer des ponts d'or pour qu'ils reviennent, personne ne voulait faire la suite. Pour quelle raison mystérieuse la trilogie Poltergeist a-t-elle cette aussi sinistre réputation? Qui êtes-vous? Tout ça repose sur une donnée très simple, un mot très simple qui s'appelle la profanation. Moi, j'ai plus le sentiment que c'est pas tout à fait une malédiction, c'est quelque chose qui aurait empêché que les films se fassent. Quelque chose qui ne voulait pas que ça se fasse. Vous irez tous en enfer! Poltergeist, retour sur la plus grande malédiction de toute l'histoire du cinéma.
Nous sommes en mai 1981 et dans la chaleur californienne, un certain Steven Spielberg lance le tournage de l'une de ses toutes premières productions, le film d'horreur Poltergeist. Steven Spielberg l'ignore encore, mais ce jour-là débute l'histoire de la plus étrange et sinistre création hollywoodienne. L'histoire, c'est celle d'une famille très ordinaire, typique américaine, Spielbergienne, on pourrait dire. La famille la plus classique américaine s'installe dans un superbe pavillon de banlieue, mais ces braves gens ne savent pas que la maison a été construite sur un cimetière indien. Pour planter leur décor, Spielberg et Toby Hooper ont choisi un lotissement à Simi Valley, une banlieue tranquille à 60 km au nord de Los Angeles. L'endroit est parfait, sauf que d'emblée, certains acteurs se plaignent de choses étranges. Jo Beth Williams, qui joue donc la mère de la famille, raconte qu'elle se sent mal à l'aise en fait dans ce film. Elle raconte deux choses, c'est que quand elle quittait le tournage et qu'elle regagnait sa chambre d'hôtel, elle constatait que les tableaux étaient systématiquement inversés. Et en plus de ça, elle entendait comme une petite voix qui lui disait « Ne fais pas ce tournage, ne fais pas ce tournage ». Un mauvais pressentiment plane sur le tournage. Les acteurs vont d'ailleurs très vite faire face à un curieux incident. Une des grandes scènes mythiques du film Poltergeist, c'est celle du jouet tueur, où le fils de la famille Robbie se retrouve en prise avec un clown qui lui saute à la gorge et en fait qui l'entoure de ses bras pour l'étrangler. Le plus dingue, en fait, c'est que le clown l'a vraiment étranglé. À l'époque, on disait que les techniciens qui manipulaient le clown étaient comme hypnotisés. Et personne ne s'en rendait compte, on continuait à tourner la scène en se disant « Putain, mais le môme, il assure, quoi ». Ça aurait pu être la première victime du tournage, effectivement. Heureusement pour lui, ça n'a pas été le cas. Malheureusement, ce ne sera pas le cas pour tous les autres acteurs. Malgré l'atmosphère de peur qui flotte sur le tournage, Poltergeist sort en salle le 27 septembre 1982. Personne n'imagine alors qu'un effroyable drame va ternir le succès du film. Dominique Dunne, qui en est l'une des stars montantes, est assassiné dans des conditions étranges. Dominique Dunne avait tout pour réussir. À cette époque-là, elle était plutôt jolie, jeune, 21 ans. C'est son premier grand rôle. Donc ce soir-là, Dominique était chez elle avec un jeune acteur, David Parker. Et elle avait un ex, malheureusement, qui était très violent et qui est venu un soir d'Halloween la relancer parce qu'il ne supportait pas d'avoir été plaqué. Son petit ami va l'étrangler et ça va être la première victime de ce film maudit. Et le plus ironique dans l'histoire, le plus affreux en quelque sorte, c'est que cet acteur qui répétait avec Dominique Dunne, il a avoué plus tard aux flics que quand elle a commencé à crier sous les coups, il a couvert le bruit avec de la musique pour pas l'entendre. Fait complètement dingue. Ce qui passe à ce moment-là, c'est la musique de Poltergeist. Les circonstances étranges entourant ce drame vont plonger le milieu du cinéma dans la stupeur. Certains parlent même d'une malédiction. C'est avec cette mort malheureuse et stupide, qu'a commencé de naître la légende de Poltergeist. Malgré le drame et les inquiétantes rumeurs qui courent sur le film, le succès de Poltergeist est tel que les producteurs décident de lui donner une suite. Ce second volet va alors prendre une tournure totalement surnaturelle. Toby Hooper jette l'éponge. Il ne veut pas tourner le deuxième. Donc la production fait appel à un tout nouveau réalisateur. Ils ont fait appel à un jeune Anglais très peu connu qui s'appelle Brian Gibson. Et sa singularité, c'est que lui croit très fort au paranormal. Et 2 ans avant, sa voyante, parce qu'il a une voyante qui s'appelle Jill Cook, lui a prédit qu'un jour, il ferait un film très prochainement sur le surnaturel. La présence de cette voyante et surtout ses curieuses pratiques vont plonger ce second tournage dans une atmosphère toujours plus étrange. Ils engagent Jill Cook, la voyante, pour du casting. Et elle a une liste de noms. Pas de photos, rien du tout. Juste une liste de noms. Et elle va devoir, par biais médiumnique, choisir le casting et retenir des personnages pour ce second volet. C'est elle qui va faire le choix de l'acteur qui va interpréter le révérend Kane. Son choix s'arrête alors sur Julian Beck, un comédien pourtant inconnu du grand public.
C'est vraiment le méchant parfait. Il inspire quelque chose, il attire des choses en lui. Enfin, c'est un personnage extrêmement inquiétant. Il a les traits taillés à la serpe. Il est monstrueux, en fait. On ne retient que son visage. C'est le personnage emblématique du numéro 2. On ne retient quasiment que lui. Vous irez tous en enfer. Tous tant que vous êtes condamnés. Ce qui est assez étonnant dans cette histoire, c'est qu'on apprendra que Jill Cook, en fait, a sélectionné ce personnage parce qu'il était malade. Elle avait vu qu'il était malade, qu'il était dans une phase terminale de cancer, et elle a voulu lui donner son dernier rôle. Merci d'avoir pris sur votre temps. Au moment où Julian Beck rejoint le tournage du film, il ne lui reste en effet plus que quelques semaines à vivre. On lui demande de jouer un peu ce qu'il est. Ça devient assez effrayant. C'est un mourant qui joue la mort. Alors que Julian Beck meurt peu après la fin du tournage, un autre acteur majeur du film va disparaître dans des conditions étranges. Will Sampson, qui campe un chaman indien à l'écran, semble lui aussi comme frappé par cette étrange malédiction. C'est une force de la nature, c'est quelqu'un d'incroyablement fort, il fait 2,05 m. Quand il est sur un plateau de cinéma, on ne voit que lui. De toute façon, il dépasse tout le monde d'une ou deux têtes. Eh bien, ce colosse, qui était pourtant pas d'un âge canonique, meurt d'une crise cardiaque. C'est assez troublant, parce qu'il n'aurait jamais dû mourir à ce moment-là. Qu'est-ce que vous voulez? Je m'appelle Taylor. Pour rentrer dans le détail, on est en juin 87. Will Sampson subit une intervention chirurgicale qui est lourde, certes, mais qui est maîtrisée, dans le sens où les médecins ont l'habitude de la pratiquer. Les choses tournent mal et il décède brutalement sur la table d'opération. C'est complètement inattendu. Alors que cette nouvelle mort tragique et inexplicable renforce un peu plus l'idée d'une malédiction, les producteurs envisagent un troisième volet. Mais la sinistre réputation du film semble avoir terrifié le tout Hollywood. Si on fait les comptes, en 2 films, on en est déjà à 3 morts. On se demande jusqu'où ça ira. Évidemment, là, ça devient très compliqué pour eux, car vu tous les on-dit et cette malédiction qui plane autour des films, en fait, les acteurs n'ont plus du tout envie d'y participer. À tel point que la production va leur proposer des sommes folles pour les faire revenir, mais non, rien n'y fait, et la plupart des acteurs ne veulent pas. Une seule comédienne accepte finalement de revenir. Heather O'Rourke, la véritable star du film. Et comme beaucoup d'acteurs avant elle, elle n'échappera pas à cette étrange malédiction. Qui êtes-vous? Nous sommes le 13 avril 1987. Et chose curieuse, le tournage du 3e Poltergeist se déroule à Chicago, dans un endroit particulièrement sinistre. Une immense tour à la sombre réputation. La production, apparemment, n'a pas froid aux yeux et décide de tourner dans une tour, la tour John Hancock. Il faut que le décor soit plus important, donc pourquoi pas un building, la tour infernale, le maléfique. Cette tour trimballe avec elle une malédiction assez remarquable. Elle fait encore une fois 100 étages et il y a eu, durant la construction, 1 mort par étage, c'est-à-dire 100 morts. Tout d'un coup, on a un film qui trimballe avec lui une légende douloureuse et qui va être filmé dans un décor qui lui-même amène sa propre légende de malheur. La production a-t-elle commis une funeste erreur? Dès les premiers jours du tournage, les accidents se multiplient. Les cascadeurs qui se retrouvent avec les tibias fracturés. Le metteur en scène, Gary Sherman, se casse également la jambe. À la fin du film, il y a une explosion avec un incendie qui s'embrase. Il a été mal contrôlé par les spécialistes du film. Il a pris réellement, les pompiers sont arrivés trop tard et il y a eu des millions de dégâts suite à cet incendie. Plus troublant encore, le film n'est pas encore terminé qu'un nouveau drame va durement frapper la sulfureuse trilogie. Heather O'Rourke, 12 ans à peine, meurt brutalement quelques semaines avant la fin du tournage. C'est terrible parce que c'est vraiment l'icône du film qui est jolie, qui est toute fraîche, qui est pimpante, qu'on sent plein d'énergie. C'est vraiment le coup de grâce. Elle avait ce qu'on appelle la maladie de Crohn, mais malheureusement, d'un coup, subitement, en 88, les choses s'accélèrent. Elle va pas bien du tout, on est obligé de l'amener en urgence à l'hôpital. Lorsqu'elle est sur le lit roulant qui l'emmène dans l'hôpital vers la salle d'opération, elle dira à sa mère « Maman, c'est probablement la dernière fois que je te vois. » Cette terrible prémonition, hélas, se réalisera. Heather O'Rourke ne se relèvera jamais de l'opération. Si Poltergeist 3 sort le 10 juin 1988, la mort de la jeune fille va marquer l'arrêt définitif de cette série maudite.
pour quelle véritable raison une telle malédiction a-t-elle frappé la trilogie Poltergeist? Certains avancent aujourd'hui des éléments de réponse. La thèse de la malédiction viendrait des squelettes qui ont été utilisés pendant le film, qui étaient des vrais squelettes. Tout ça repose sur une donnée très simple, un mot très simple qui s'appelle la profanation. La scène de la piscine, c'est des vrais cadavres. Ça accréditerait le fait, comme dans beaucoup d'autres histoires étranges, que de ne pas respecter les morts, ou en tout cas les restes des morts, provoquerait eh bien, certains phénomènes, et dont cette fameuse malédiction dont tout le monde parle. Ironie du sort, Heather O'Rourke est enterrée au cimetière de Westwood Village, à quelques pas de la tombe de Dominique Dunne. Un troublant hasard a réuni la première et la dernière victime de cette étrange malédiction. Elle s'appelle Annabelle. Elle est sans doute l'une des poupées les plus terrifiantes du cinéma hollywoodien. Cette poupée, possédée par une entité démoniaque, fait depuis 2014 un véritable carton au box-office. Mais saviez-vous que cette poupée tueuse existe bel et bien et qu'aujourd'hui encore, elle est enfermée aux États-Unis dans une cage en verre, telle Hannibal Lecter, afin de l'empêcher de frapper à nouveau? Regardez. Le 8 octobre 2014, sort sur les écrans du monde entier Annabelle, l'histoire d'une poupée maudite possédée par le démon. C'est un film emblématique qui met en scène un jouet tueur. C'est un scénario qui fait froid dans le dos. 1 500 000 entrées, on peut dire que c'est un succès, rien qu'en France. Le succès est énorme. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que la terrifiante histoire de cette poupée démoniaque serait inspirée de faits réels. C'est tiré d'une histoire vraie. Cette histoire raconte en fait une enquête auquel ont été confrontés le couple Warren, qui sont des chasseurs de fantômes. Selon les époux Warren, la poupée Annabelle serait en fait un objet possédé. Car la véritable poupée existe toujours. Ça fait 40 ans qu'elle est aujourd'hui enfermée dans une armoire en verre chez eux. C'est un visage d'ange qui cache une noirceur. Quelle terrifiante malédiction a inspiré le scénario du film? Cette poupée de chiffon, elle est possédée par l'esprit d'une petite fille qui s'appelle Annabelle. Légende ou réalité, voici la véritable histoire d'Annabelle, la poupée maléfique. Qu'est-ce que tu veux de moi? Nous sommes au début des années 70, aux États-Unis, dans une petite ville du Connecticut. Donna Jennings, étudiante de 20 ans en école d'infirmière, s'apprête à emménager avec son amie Angie Stapleton dans un petit appartement non loin du campus. Avant son départ pour l'université, la mère de Donna souhaite lui offrir un cadeau pour son anniversaire. Un cadeau dont elle n'imagine pas un seul instant qu'il est possédé par une entité maléfique. Donc la mère va un peu se creuser la tête pour essayer de lui trouver le cadeau de départ, entre guillemets, idéal. Cette maman, elle va se retrouver chez un antiquaire où elle va tomber amoureuse de cette poupée de chiffon qu'elle trouve très jolie. Et elle se dit que c'est là la meilleure idée de cadeau pour sa fille. Et cette poupée, c'est une poupée Reggie Dehan, c'est une poupée de collection. Dès son origine, cette curieuse poupée connaît un destin particulier. Reggie Dehan, littéralement Anne Chiffon, est née de l'imagination de l'écrivain Johnny Gruelle dans les années 20. Ses livres connaissent un tel succès que la poupée est fabriquée et vendue à des centaines de milliers d'exemplaires partout à travers le monde. C'est même devenu une poupée de collection, on peut dire. C'est vraiment quelque chose, un objet qui est rare, qui est dur à trouver. Et c'est ce qui attire en fait la mère sur ce cadeau. Elle vaut très cher même à l'heure actuelle, jusqu'à 1 000 $, voire plus, selon la poupée qu'on cherche. Donna est effectivement ravie de ce cadeau. Elle l'emballe dans ses cartons et voilà, elle part avec. Mais malheureusement, c'est peut-être là l'erreur qu'elle a faite. Car une fois installée dans son nouvel appartement, Donna Jennings dépose cette poupée apparemment inoffensive sur son lit. Les deux étudiantes ignorent encore tout des étranges phénomènes auxquels elles vont bientôt faire face.
Les premières semaines, tout se passe bien. Les deux étudiantes vaquent à leurs petites occupations. Mais au bout d'un certain temps, elles commencent à remarquer quelques petits événements curieux. Elle remarque effectivement qu'elle bouge. Alors c'est très subtil, c'est très léger. Au début, ça va être anodin. Des bras, par exemple, croisés, qu'on va retrouver décroisés. Plusieurs semaines après, quand même, là, les choses s'intensifient. Elles vont remarquer, par exemple, que la poupée qu'elles ont laissée le matin dans la chambre, eh bien, le soir se trouve dans le salon. Et là, ça commence à les intriguer beaucoup. Pensant avoir affaire à un canular, les deux étudiantes décident de piéger l'appartement. Elles saupoudrent de la farine sous la porte d'entrée et les fenêtres, espérant démasquer un ami qui profiterait de leur absence pour leur jouer un mauvais tour. Et elle rentre le soir, et la poupée a encore bougé. Elle s'est déplacée dans une autre pièce. Mais là, surprise, aucune marque de pas. Personne n'est rentré dans l'appartement. Ils ont retrouvé en fait la poupée à genoux. C'est pas une position de prière, mais elle tient sans rien autour en fait. C'est impossible qu'elle tienne comme ça avec aucune articulation, C'est une poupée de chiffon. Cette mystérieuse poupée serait-elle animée par une force invisible? Persuadée de devenir folle, Donna et son amie Angie tentent de se rassurer auprès de Lou, le petit ami de Donna. Lorsque le jeune homme saisit la poupée, il est alors envahi par une terrifiante sensation. Il ne sait absolument pas pourquoi, mais il voit en cette poupée quelque chose de maléfique. Et il dira plus tard qu'en la prenant, en la regardant de près, il a eu vraiment une impression d'hostilité. Il y a quelque chose qui lui fait peur. À partir du moment où Lou va rentrer dans le cercle, il va avoir une amplification des phénomènes. Peu après la visite de Lou, les deux jeunes filles commencent à retrouver d'étranges petits mots dissimulés aux quatre coins de l'appartement. Visiblement, la poupée ne se contente plus de se déplacer. Elle écrit des mystérieux messages. 2 inscriptions. Aidez-nous et aidez-Lou. Le plus étrange là-dedans, c'est que c'est griffonné sur du papier qui ressemble un peu à du papier russe. Un très vieux papier. Ils ne comprennent pas d'où vient ce type de papier, et encore moins l'écriture gribouillée d'un enfant dessus. Que cache l'inquiétant comportement de cette étrange poupée? Que signifient les mystérieux messages retrouvés dans l'appartement? Affolées par la situation, les deux jeunes femmes décident de faire appel à une médium. Et elle se lance dans une séance de spiritisme. Et là, ce que la séance de spiritisme va révéler est tout à fait étonnant. Et là, durant la séance, cette médium va leur apprendre qu'en fait, la poupée sera habitée par l'esprit d'une petite fille de l'âge de 7 ans qui s'appellerait Annabelle et qui aurait été assassinée dans un champ sur lequel serait construit l'immeuble dans lequel elle se trouve. Plus étrange encore, l'esprit tourmenté de la petite Annabelle Higgins aurait alors supplié les deux filles de pouvoir rester auprès d'elle. Et là, les deux jeunes filles vont sans doute commettre leur deuxième erreur en décidant de conserver la poupée avec elles. À partir de ce moment-là, elles ont complètement laissé libre cours à cet esprit de prendre possession en fait du lieu. Les deux étudiantes, rassurées par la médium, gardent auprès d'elles cette curieuse poupée et la rebaptisent Annabelle, du nom de la petite fille supposée hanter cet étrange jouet. Petite amie de Donna ne peut pas comprendre que Donna et Angie soient séduits par cette poupée. Il est absolument contre cette décision et il leur demande même de s'en séparer. Malheureusement, il va le payer très cher. La poupée va se rebeller de plus en plus contre Lou. Un soir, il dort chez Donna et dans la nuit, il se réveille brusquement. Il va la voir s'asseoir au-dessus de lui, mettre une main d'un côté du cou, l'autre main de l'autre, et la poupée va commencer à l'étrangler. Mais le lendemain, à son réveil, il est persuadé que c'était pas un rêve. Il était persuadé que c'était pas un cauchemar. En tout cas, si c'est un rêve, ça sonne vraiment comme un avertissement. Donna Jennings, convaincue par le témoignage de son petit ami, est maintenant effrayée par cette poupée maudite. Ne sachant comment s'en débarrasser, la jeune fille décide de faire appel à un prêtre. Elle appelle le père Cook, qui prend très au sérieux son histoire, mais qui malheureusement lui dit qu'il ne peut pas faire grand-chose. En revanche, il sait à qui faire appel et donc il va recourir au service d'un couple, les époux Warren. Les époux Warren sont tous les deux des célèbres chasseurs de fantômes et jouissent dans les années 70 d'une très grande réputation. Lorraine Warren est médium et intervient régulièrement avec son mari sur des cas de possession ou de maisons hantées.
Leur expertise suffira-t-elle à mettre fin aux agissements de l'inquiétante poupée? Et là, à l'écoute vraiment du témoignage des deux jeunes filles, Ed Warren est persuadé que l'histoire de la petite Annabelle ne tient pas la route et qu'il y a plutôt quelque chose de beaucoup plus terrible. C'est peut-être pas forcément ce qu'on croit. C'est peut-être pas Annabelle qui habite dans la poupée, mais c'est peut-être autre chose, quelque chose de plus démoniaque, de plus malfaisant. Le couple Warren, persuadé que la poupée est manipulée par une entité démoniaque, procède à un exorcisme aidé par le père Cook. Ed Warren pense que la médium s'est fait avoir et que la grande erreur des deux jeunes filles, c'est d'avoir accepté que la poupée reste avec elle. En fait, ils ont invité le démon à s'installer chez elle. L'exorcisme est terminé. Et le couple Warren, inquiet des étranges pouvoirs dont semble doté ce curieux jouet, décide de repartir avec. S'ils sont soulagés, ils n'en ont pas encore fini avec l'étrange malédiction qui semble avoir frappé cette terrifiante poupée. Sur le chemin du retour, Ed Warren aura quelques mésaventures. Très bizarrement, à chaque virage, finalement, les freins de sa voiture lâchent et ne répondent plus. Ed Warren stoppe son véhicule sur le bas-côté et il a vraiment l'impression que la panne est provoquée par la poupée. Il va prendre une petite fiole d'eau bénite, va en asperger la poupée et là, miraculeusement, la voiture va se remettre à fonctionner. Ils vont pouvoir rentrer tranquillement dans leur maison à Monroe, mais par précaution, quand ils vont arriver, ils vont mettre la poupée dans une vitrine de verre et l'enfermer à double clé. De retour chez eux, à Monroe, dans le Connecticut, les Warren s'empressent d'enfermer cette poupée maudite dans une armoire de verre. Et pour s'en protéger, ils ont pris des dispositions assez particulières. La poupée Annabelle se trouve toujours dans le musée des époux Warren qui se trouve à Monroe dans le Connecticut. Elle est toujours dans sa vitrine de verre. Cette histoire est vieille de 40 ans et encore aujourd'hui, elle prend quand même la précaution de faire venir un prêtre tous les jours pour bénir cette poupée. Ça lui arrive de temps en temps de la sortir pour la montrer au public, lors de visites qu'elle organise. Il y a une chose qu'elle ne fait jamais, c'est la regarder dans les yeux. Depuis cette terrible année 1970, la poupée est sous haute surveillance. Mais même enfermée derrière une vitre, les Warren eux-mêmes ont rapporté un étrange fait divers. Il y a cette anecdote d'un jeune couple qui aurait visité le musée et lui aurait, pour impressionner son ami, fait le malin en tapant sur la vitre, en faisant des grimaces à la poupée. Et l'histoire rapporte que sur leur voyage de retour, ils auraient eu un accident de moto, lui serait mort et elle aurait passé 1 an dans le coma. Est-ce que Annabelle a voulu se venger? On ne le saura jamais. S'il vous prend à votre tour l'envie de visiter le musée des Warren, vous découvrirez une poupée originale, certes moins terrifiante que la poupée du film. Mais attention cependant de ne pas regarder avec trop d'insistance Annabelle, une poupée aussi glaçante que maléfique. Qui n'a jamais tremblé devant le film Amityville ou La Maison du Diable, un classique du cinéma d'horreur? Une maison célèbre où une famille entière a perdu la vie pour des raisons étranges. Eh bien, cette terrifiante maison existe vraiment. Elle est même à vendre aujourd'hui pour 700 000 €. Inutile de vous dire qu'elle ne trouve pas preneur. Enquête paranormale revient sur les terribles événements qui s'y sont déroulés et qui, 40 ans après, continuent d'effrayer l'Amérique. Elle est sans doute l'une des maisons les plus hantées d'Amérique. Et les étranges événements qui s'y sont déroulés ont inspiré Hollywood. Tout le monde sait en la voyant que c'est la maison de l'horreur. C'est la maison du drame, du massacre, de l'horreur, du crime. C'est la maison de la mort. C'est une des maisons les plus connues au monde. On l'appelle la Maison du Diable. Et aujourd'hui, l'inquiétante propriété du 112 Ocean Avenue à Amityville est à vendre. Cette maison a été le théâtre d'un crime odieux. 6 personnes d'une même famille ont été assassinées. Des tas de gens supposent que cette maison est hantée, qu'un esprit maléfique rôde. Que s'est-il réellement passé derrière les murs de cette mystérieuse maison?
Ils vont décrire toute une série d'événements assez glaçants. Les meubles qui bougent, les voix qui chuchotent dans l'âtre de la cheminée ou dans les murs. Il faudrait payer certaines personnes très très cher pour qu'elles passent quelques heures dans cette maison, surtout la nuit tombée. Ce qui s'est passé dans cette maison, c'est cauchemardesque. Pourquoi, 40 ans après les faits, le 112 Ocean Avenue fascine-t-il toujours autant? Retour sur la terrifiante histoire de la Maison du Diable. Nous sommes le mercredi 13 novembre 1974. Il est 3 heures du matin. Cette nuit-là, au 112 Ocean Avenue, à Amityville, le destin de la famille DeFeo va basculer dans l'horreur. Ronald DeFeo Jr., 23 ans, l'aîné de la famille, assassine ses parents, mais aussi ses 4 frères et sœurs, à l'aide d'une carabine. D'emblée, le mystère de cette tuerie est total. On a un jeune homme donc, qui tue froidement 6 membres de sa famille. Les 6 cadavres sont tous placés de la même façon. Ils sont les bras en croix sur leur lit et sur le ventre. Quelques heures plus tard, lorsque la police arrive sur les lieux du crime, alertée par Ronald DeFeo lui-même, elle doit faire face à une série d'étranges interrogations. Ce qui est étonnant, c'est que Ronald DeFeo Jr. assassine 6 personnes, quand même. Ses frères et sœurs, au nombre de 4, et ses 2 parents. Il tire 9 fois. Ça fait un boucan du feu de Dieu. Les voisins diront qu'ils n'ont rien entendu. Ça, c'est un gros point d'interrogation. Ce qui est très bizarre aussi, c'est que personne dans la famille ne s'est réveillé ou a tenté de s'enfuir. Alors que Ronald DeFeo finit par avouer avoir commis cet épouvantable crime, face au juge, le jeune homme affirme avoir été guidé par de mystérieuses voix entendues dans la maison. DeFeo, le jeune meurtrier de 23 ans, va avouer qu'il a commis son meurtre parce que ce sont des voix qui lui ont demandé de le faire. C'est-à-dire qu'il était habité par des voix et il était possédé en quelque sorte. Et c'est ce que va plaider son avocat. Son avocat va plaider la possession satanique, diabolique. Ça ne va pas marcher parce que cette histoire de voix, les juges n'y croient pas une seule seconde. Et Ronald DeFeo va écoper de 150 ans de prison. Au lendemain de la condamnation de Ronald DeFeo, la maison familiale est mise en vente. Et la tristement célèbre Maison du Diable ne va pas tarder à refaire parler d'elle. 1 an après la tuerie, la maison n'a toujours pas trouvé preneur. C'est alors qu'une famille se présente pour l'acquérir, à un prix défiant toute concurrence. Nous sommes en décembre 1975, et ils ne le savent pas encore, mais dans 28 jours à peine, la famille Lutz va s'enfuir terrorisée du 112 Ocean Avenue. George et Kathleen Lutz ont 3 enfants. Lui est géomètre, elle est mère au foyer. Et ils cherchent une grande maison pour abriter toute leur famille. Ils n'ont pas un gros budget et quand ils tombent sur cette annonce immobilière, pour eux, c'est clairement l'affaire du siècle. Malgré le terrible drame qui s'est joué entre ces murs, les Lutz sont comme irrésistiblement attirés par cette maison construite en 1928 dans un quartier plutôt chic d'Amityville. En décembre 1975, ils en deviennent les nouveaux propriétaires, pour la modique somme de 80 000 $, soit 69 000 €. Bien évidemment, s'il n'y a pas eu la tuerie 1 an avant, jamais la famille Lutz n'aurait pu se permettre un tel achat. Quelle que soit l'histoire de la maison, on élude l'histoire de la maison, on achète. Pour eux, c'est un nouveau départ. C'est on y va, on y croit. Ils craquent sur cette maison. Non seulement ils achètent la maison, mais ils rachètent aussi les meubles des anciens occupants. Et il paraît que quand ils ont emménagé dans cette maison, il y avait encore des traces de sang. Le problème, c'est qu'on achète une maison, on achète aussi son passé, on achète son histoire. Et puis l'histoire, là, est remontée violemment à la surface. Le 18 décembre 1975, soit 13 mois à peine après la fusillade, les Lutz s'installent au 112 Ocean Avenue. Dans 28 jours, ils quitteront cet endroit maudit, terrorisés. Quand ils posent leurs valises, ils sont fous de joie. Ils sont pas du tout superstitieux. Le problème, c'est qu'il va y avoir assez rapidement une série d'événements assez étranges. Premier jour, premier incident. Le chien qui s'appelle Larry, mu par on ne sait quoi, peut-être certainement par une peur, saute la clôture de la maison, sauf que sa longe est trop courte, sa longe se prend dans la clôture et il meurt pendu.
Est-ce qu'il a senti quelque chose? Un ami de la famille parvient à convaincre les Lutz de faire bénir la maison. Bien que non croyants, ils acceptent la venue d'un prêtre. Le prêtre s'appelle Ralph Pecoraro, il vient bénir la maison. Il bénit les lieux, et pendant qu'il bénit les lieux, il entend des voix étranges qui murmurent à l'oreille va-t'en, pars. Les Lutz sont pas très superstitieux, ils accordent pas trop d'importance à ces histoires de voix. Si pour les Lutz, le 112 Ocean Avenue reste l'affaire du siècle, ils vont devoir se rendre à l'évidence. Leur nouvelle maison est le théâtre de phénomènes de plus en plus étranges. George Lutz a raconté qu'il avait beau faire du feu en permanence et monter au maximum les radiateurs, il faisait toujours un froid glacial dans la maison. C'est très fréquent quand on parle d'apparition de fantômes ou de voilà, on dit que la température descend, change. Et on ne sait pas d'où vient ce froid. La maison peut être chauffée un maximum, il fera toujours très très froid. Il commence à se demander ce qui se passe. Plus troublant encore, certains détails du quotidien vont se révéler avoir un lien avec les événements tragiques qu'a connus la maison. Un soir, la mère fait la tournée des gamins endormis pour voir si tout va bien. Et elle constate qu'ils sont tous sur le ventre, alors qu'ils ne dorment jamais sur le ventre. C'est assez bizarre. Elle dit même qu'elle aussi, elle se met à dormir sur le ventre alors que c'était pas son habitude. Ce qui est très étrange, c'est que quand on regarde les photos de scène du crime qui est survenu dans cette maison, c'est exactement dans cette position qu'on a retrouvé tous les membres de la famille. Le quotidien de la famille Lutz va peu à peu tourner au cauchemar. Dans la maison d'Amityville, on ne dort pas du sommeil du juste. George Lutz a une fâcheuse tendance à se réveiller à 3h15. 3h15, c'est pile poil l'heure du crime. C'est l'heure à laquelle ont été assassinées les 6 personnes il y a un an. Les terrifiants phénomènes auxquels ils disent avoir assisté vont définitivement asseoir la réputation maléfique de cette étrange maison. Les Lutz vont décrire toute une série de phénomènes assez effrayants. On parle de meubles qui se déplacent, de nuées d'insectes, de corps en lévitation. Cathy Lutz qui dit je sens des bras m'enlacer. Je sens des esprits qui veulent me posséder. Au bout d'une semaine, Cathy m'a raconté qu'elle a été touchée par quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Juste quelque chose d'invisible. Les Lutz ont une fille qui s'appelle Melissa, et elle racontera qu'elle a un ami imaginaire qui va apparaître sous la forme d'une tête de cochon, avec une capuche par-dessus, enfin un truc assez inquiétant. Et cette entité, son ami imaginaire, lui dit qu'elle restera à tout jamais dans la maison et qu'elle pourra jouer avec le petit garçon. Alors on pense inévitablement, bien sûr, au petit garçon d'Eddie Feo qui aurait été assassiné. C'est très énigmatique et en même temps très flippant. Les Lutz songent à quitter au plus vite cette maison maudite. Mais ils n'ont pas beaucoup d'argent ni vraiment d'endroit où aller. Jusqu'à l'effrayante nuit du 14 janvier 1976. Une nuit, George Lutz n'arrive pas à dormir. Il se lève pour prendre un verre d'eau et là, il décrit une scène d'horreur. Sa femme est visiblement en lévitation au-dessus du lit. Et quand il regarde sa femme, le visage de sa femme se ride pour ressembler à celui d'une petite vieille et devient immonde. Et là, bon, c'est panique à bord. Toute la famille est sommée de partir en catastrophe. Ils ont à peine le temps d'embarquer toutes leurs affaires. Ils se retrouvent dans le jardin et ils n'y mettront plus jamais les pieds. Terrorisés, les Lutz quittent la maison d'Amityville en pleine nuit, 28 jours à peine après leur emménagement. Que s'est-il réellement passé cette nuit-là? La famille Lutz a-t-elle vraiment dit toute la vérité sur ces étranges phénomènes? On a dit que c'était une supercherie, que cette famille avait des dettes. Ces gens avaient acheté cette maison pas cher. Quand on fait une belle opération immobilière qui permet de vivre alors qu'on a des problèmes financiers, on s'en va pas au bout de 28 jours. On est certain qu'il y a eu un crime odieux commis dans cette maison. Donc, ça n'est pas un lieu anodin. On est en droit de se demander si cette maison n'est pas maudite. Un mois après le départ de la famille Lutz, 2 célèbres enquêteurs du paranormal, Ed et Lorraine Warren, décident de constater par eux-mêmes si la maison du 112 Ocean Avenue est aussi terrifiante qu'on le prétend. Ce à quoi ils vont assister va dépasser leur entendement. Quand nous sommes entrés dans la maison ce jour-là, nous n'avons pas réalisé que l'endroit était infesté par le démon. L'affaire Amityville a affecté notre vie plus que n'importe quel autre cas. Nous sommes la nuit du 24 février 1976.
Et à 3h15 du matin exactement, Lorraine Warren, qui est médium, va tenter de rentrer en contact avec les esprits de la maison. Alors, les Warren ne sont pas venus seuls. Ils sont venus avec un caméraman, un photographe, un journaliste. À ce moment-là, les gens de l'équipe, il y en a un qui s'est évanoui et l'autre qui a été obligé de sortir de la maison à la hâte parce qu'il ne se sentait pas très bien. Au terme de cette effrayante nuit, le diagnostic des Warren est sans appel. La maison est bel et bien possédée. Les Warren expliquent que cette maison est construite sur le site d'un ancien hôpital. Il y a des gens qui sont morts ici, des gens qui étaient aliénés, donc ça a donné une énergie assez particulière. Les phénomènes étranges survenus sont le résultat du terrain sur lequel est bâtie cette maison. Si aucun élément ne permet d'accréditer les dires des Warren, un photographe, venu suivre le travail du couple, va prendre cette nuit-là une photo étrange et encore à ce jour totalement inexpliquée. Le photographe s'appelle Jane Campbell. Ce soir-là, il prend des photos dans la maison. Et quand il va les développer, il y en a une qui est restée fameuse. On voit un enfant qui ressemble étrangement à John DeFeo, l'une des victimes du massacre un an auparavant. Ce cliché a fait le tour du monde. Et aujourd'hui encore, personne ne peut expliquer la présence de ce petit garçon sur la pellicule. Si depuis le départ des Lutz, d'autres propriétaires se sont succédés dans la maison sans déplorer le moindre phénomène, plus de 40 ans après les faits, Daniel Lutz, 10 ans à l'époque, a décidé de sortir du silence. Encore marqué par cette effrayante expérience, le fils de George et Kathleen Lutz témoigne du caractère totalement diabolique de cette étrange maison. Un esprit est rentré chez nous dans la pièce, à travers la porte, a comme rebondi sur ma mère, est passé à travers mes mains et s'est assis juste là, ici. Aujourd'hui, le 112 Ocean Avenue est proposé à la vente pour 850 000 $, soit 730 000 €. La maison la plus hantée d'Amérique n'a toujours pas trouvé preneur. Le Cecil Hotel est un hôtel célèbre à Los Angeles dans lequel vous pouvez encore séjourner. Après avoir vu ce sujet, nul doute que vous y réfléchirez à 2 fois avant de réserver vos vacances. Il est considéré comme l'hôtel le plus hanté et le plus dangereux de la ville. Des crimes et des assassinats paranormaux s'y sont multipliés au point d'en inspirer la saison 5 d'American Horror Story en 2015. Los Angeles, en Californie, ses palmiers, ses célèbres boulevards et son hôtel maudit. En 2013, le Cecil Hotel a été le théâtre de l'un des faits divers les plus terribles et les plus étranges de ces 10 dernières années. C'est vraiment un dossier inexpliqué hors norme. Ce qui l'a rendu unique, c'est la vidéo. La fameuse vidéo de l'ascenseur. Cette vidéo va faire le tour du monde. Elle va être visionnée plus de 15 millions de fois. Il n'y a toujours pas d'explication aujourd'hui. Elisa Lam, une jeune femme de 21 ans, y trouve la mort dans des circonstances mystérieuses et encore aujourd'hui non élucidées. Mais pour beaucoup, ce crime a une signature, celui du Cecil Hotel, un établissement réputé maléfique et hanté. Le Cecil Hotel est un hôtel hanté, maudit. Il a un passé très sombre. Il y a eu de multiples histoires de suicides, de meurtres. Il y a même eu 2 tueurs en série qui ont fréquenté l'hôtel durant leur période d'activité de tueur. Qu'est-il vraiment arrivé à Elisa Lam? On ne sait toujours pas ce qu'elle a vu dans l'ascenseur, on ne sait toujours pas ce qui lui est arrivé. La mort d'Elisa Lam, c'est vraiment l'une des affaires les plus mystérieuses que je connaisse et qui soit passée dans les 20 dernières années. L'effrayant Cecil Hotel est-il porteur d'une étrange malédiction? Certains diront que c'est un hôtel tueur. C'est un lieu dont il pourrait émaner peut-être des ondes maléfiques. Le 31 janvier 2013, en fin d'après-midi, Elisa Lam, une étudiante canadienne de 21 ans, entre dans une petite librairie de Main Street, un quartier populaire de Los Angeles. La jeune femme l'ignore,
Mais dans quelques heures, elle sera au cœur de l'une des plus mystérieuses affaires de disparition. Elisa Lam, c'est une étudiante canadienne. Elle est d'origine asiatique. C'est une jolie brune. C'était une jeune fille de 21 ans. Elle est depuis 15 jours aux États-Unis. Elle fait le tour de la côte ouest et elle visite notamment Los Angeles. À ce moment-là, personne ne peut présager qu'elle va disparaître mystérieusement dans les heures qui suivent. La jeune femme rejoint son hôtel pour une dernière nuit à Los Angeles. À partir de ce jour-là, plus aucun de ses proches n'aura de ses nouvelles. Elle était tout le temps en contact avec ses parents. Et là, il n'y a plus de nouvelles d'elle à partir de ce moment-là. Donc c'est à partir de là qu'on a commencé à s'inquiéter, dire qu'est-ce qu'elle est devenue, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Que cache cet inquiétant silence? Pour quelle étrange raison la jeune femme ne donne-t-elle plus signe de vie? Conscient que quelque chose d'anormal se trame, ses proches alertent la police de Los Angeles. Les autorités tentent de reconstituer le parcours d'Elisa Lam depuis son arrivée. Elle était arrivée quelques jours plus tôt à Los Angeles et elle avait réservé 4 nuits au Cecil Hotel. C'est un établissement de 14 étages, 700 chambres, qui est situé dans un quartier malfamé de la ville. Si elle a atterri là, c'est aussi parce que l'hôtel était pas cher. D'ailleurs, elle avait posté un message en arrivant où elle prend une photo du Cecil Hotel en disant qu'elle est arrivée, qu'il fait beau et qu'elle est contente. Malgré la diffusion d'un avis de recherche par les autorités, la jeune femme reste introuvable 15 jours après sa disparition. C'est alors que l'affaire va connaître un rebondissement aussi incroyable que particulièrement étrange. Au bout d'un moment, la police est impuissante. Elle décide de diffuser les images de surveillance enregistrées par la caméra de l'hôtel. La vidéo, elle est bizarre, elle est un peu flippante. Avec cette vidéo, l'intérêt en fait de beaucoup de personnes va faire qu'on va basculer sur quelque chose de plus surnaturel, de plus paranormal. Sur les images vidéo de l'hôtel, la jeune femme entre dans l'ascenseur. Elle semble seule, du moins en apparence. Sur les images, on voit Elisa qui semble se cacher de quelqu'un. On sent qu'il y a quelque chose, une atmosphère un peu étrange. Il faut aussi se demander qu'est-ce qu'elle fait dans cet ascenseur au 14e étage alors que sa chambre est au 5e. Mais plus étrange encore est le comportement de la jeune femme cette nuit-là. Et puis tout à coup, elle sort brusquement de la cabine et là, son comportement devient très étrange. Elle va regarder à droite, à gauche dans le couloir. Elle va avoir des gestes complètement hallucinants, comme si elle essayait de se débarrasser de fumée. Comme si elle était poursuivie ou suivie par une présence invisible. Et puis elle rentre brusquement dans la cabine, elle ressort une dernière fois et là, on perd sa trace. C'est la dernière image qu'on a d'Elisa Lam. Par qui la jeune femme était-elle menacée? De quoi avait-elle si peur? En quelques jours, la vidéo devient virale. Plusieurs centaines de milliers de personnes à travers le monde vont se passionner pour l'affaire et essayer de résoudre le mystère de cette disparition. Ce qu'on peut dire du Cecil Hotel, c'est qu'effectivement, il a un passé très sombre. Certains pensent que cet hôtel est hanté. On a vraiment l'impression que cet ascenseur semble mu par une force invisible. Cet hôtel est-il hanté comme certains l'affirment? Construit dans les années 20, il est très vite le théâtre de faits étranges et toujours non élucidés. En 1964, on retrouve une cliente de l'hôtel violée et poignardée dans l'une des chambres. Et ce meurtre restera non élucidé. Il y a de nombreux meurtres, de nombreux suicides qui entourent le Cecil Hotel. Autre fait étrange, l'hôtel a abrité des clients au profil glaçant. 2 des pires tueurs en série qui ont terrifié la ville, Jack Unterweger et Richard Ramirez. Ces tueurs ont été arrêtés, ils sont morts en prison, mais certains pensent qu'ils hantent encore les couloirs de l'hôtel. Est-ce que ça aurait pu être l'esprit d'un des 2 serial killers qui serait revenu pour faire du mal à Elisa Lam?
au 14e étage, donc ça pourrait être plutôt Richard Ramirez, puisqu'il était, quand il a séjourné au Cecil Hotel, il était au 14e. Il faut savoir qu'en plus, le jour où Elisa Lam a disparu, cet étage-là était quasiment vide. Une autre légende macabre court à propos de cet hôtel maudit. Elizabeth Short, qui est plus connue sous le nom du Dahlia Noir, aurait fréquenté le bar du Cecil Hotel peu avant son assassinat. Le Dahlia Noir, c'est une des affaires les plus épouvantables de l'histoire criminelle des États-Unis. Cette jeune actrice qu'on a retrouvée coupée en deux sur un terrain vague à Los Angeles. Comme beaucoup d'autres avant elle, la jeune Elisa Lam a-t-elle été victime, comme certains l'affirment, d'une étrange malédiction planant sur l'hôtel? Était-elle possédée, voire pourchassée par une entité maléfique? Elisa Lam souffrait de troubles bipolaires et on sait qu'elle prenait des médicaments pour ça. Au moment de sa disparition, elle était sous traitement. C'est une personne fragile et on sait que les personnes fragiles sont des proies faciles pour toutes sortes d'entités malfaisantes. Est-ce qu'elle a eu des hallucinations ou est-ce qu'elle a eu affaire à un phénomène inexpliqué? Le 19 février 2013, soit 20 jours après la disparition d'Elisa Lam, une découverte va donner à l'affaire une tournure encore plus mystérieuse. L'hôtel maudit va livrer un horrible secret. Dans certaines chambres, il commence à y avoir des problèmes de robinetterie. Les clients de l'hôtel commencent à se plaindre parce que l'eau qui coule des robinets a un très très mauvais goût et a une couleur extrêmement étrange. La couleur de l'eau est noirâtre. Il y a des problèmes de pression dans les douches et les lavabos. Donc la direction décide de faire venir un plombier qui grimpe en fait sur le toit où se trouvent de grands réservoirs. Il inspecte la première citerne et là, il a une vision d'horreur. Qu'est-ce qu'il découvre? Le cadavre d'Elisa qui flotte, nue, avec ses vêtements qui flottent à côté. Lorsque les pompiers et la police arrivent sur les lieux, ils vont faire face à une situation étrange et totalement inexplicable. D'emblée, on ne comprend pas comment Elisa Lam a pu arriver dans cette cuve. Le toit de l'hôtel est interdit au public, il est protégé par une alarme, il y a une porte verrouillée. Les clés sont détenues par le personnel de l'hôtel. Mais si c'était un employé le coupable, ça voudrait dire qu'il a escaladé la citerne avec Elisa sur le dos. Et ça, c'est quasiment impossible. À supposer qu'elle soit parvenue sur le toit, il faut pouvoir grimper dans une des cuves qui mesure toutes 4 mètres de haut. On se dit, mais comment elle a fait pour accéder à cette cuve et aller se noyer dedans? Alors, que s'est-il passé cette nuit-là dans les couloirs déserts du mystérieux Cecil Hotel? Si c'est un crime, quel est le mobile? Car aussi inexplicable que cela puisse paraître, l'autopsie pratiquée sur la jeune femme démontre qu'Elisa Lam est morte sans aucune intervention extérieure. Les enquêteurs vont de surprise en surprise. Il n'y a pas de traces de coups, il n'y a pas de coup de couteau, il n'y a pas de blessure par balle, il n'y a aucun signe de violence ou d'agression sexuelle, il n'y a rien. Pour des millions d'internautes, le coupable ne fait dès lors plus aucun doute. La jeune femme a été victime de la malédiction du Cecil Hotel. Et pour cela, il n'hésite pas à s'appuyer sur un autre fait étrange. Cette affaire ressemble trait pour trait au scénario d'un film d'horreur japonais sorti 11 ans plus tôt, qui s'appelle Darkwater. C'est l'histoire d'un immeuble qui est hanté par le fantôme d'une petite fille qu'on retrouve morte, noyée dans une citerne sur le toit de l'immeuble. Les coïncidences sont troublantes. Plus effrayant encore, l'hôtel semble rejouer certaines scènes du film. Dans le film, l'ascenseur semble mu par une force invisible, il se coince régulièrement, les portes s'ouvrent et se referment toutes seules, et c'est grâce à l'eau qui devient bizarre qu'on découvre le poteau rose, comme dans l'affaire Elisa Lam. Elisa Lam a-t-elle eu affaire à un phénomène paranormal cette nuit-là? A-t-elle cherché à fuir une force invisible et malveillante? L'affaire est classée. Je veux dire, pour la police de Los Angeles, comme pour le coroner, l'affaire est résolue. C'est une mort accidentelle. Pour moi, la mort d'Elisa Lam, c'est vraiment un dossier inexpliqué hors norme, l'une des affaires les plus mystérieuses que je connaisse et qui soit passée dans les 20 dernières années. Je pense qu'on n'aura jamais la clé de l'énigme. Depuis, l'inquiétant Cecil Hotel a été rebaptisé. Mais certains clients l'assurent,
des manifestations paranormales continuent de se produire dans les couloirs de l'hôtel maudit. Il était jeune, il était beau, il était considéré comme l'un des acteurs les plus mythiques d'Hollywood. Le 30 septembre 1955, à 24 ans, James Dean perdait brutalement la vie lors d'un accident de voiture sur une route de Californie. Mais 60 ans après cette tragédie, le mystère reste entier. Certains prétendent que l'acteur aurait été assassiné par sa propre voiture. Une voiture tueuse, réputée hantée par une force diabolique qui a brisé la vie de 8 personnes avant de se volatiliser. Aujourd'hui encore, personne ne sait ce qu'est devenue cette voiture tueuse. Vous allez découvrir comment James Dean, l'une des plus grandes stars d'Hollywood, que tout le monde croit avoir été victime d'un accident de la route, a peut-être été assassiné par un tueur en série, sa propre voiture. Il y a une malédiction autour de cette voiture. Ce véhicule-là a un destin étrange. Elle a tué James Dean, mais elle va tuer plusieurs fois. Pourquoi cette voiture est-elle maudite? Comment a-t-elle semé la mort autour d'elle? Qu'est devenu aujourd'hui ce bolide mystérieusement disparu? Que s'est-il passé? Où est ce véhicule? 60 ans plus tard, les Américains continuent à se poser la question. Nous sommes le 30 septembre 1955 en Californie. Ce jour-là, James Dean, l'icône du cinéma américain, prend les commandes de son tout nouveau bolide. Une Porsche Spyder 550. L'acteur doit rejoindre Salinas pour une course automobile. Mais la star hollywoodienne l'ignore. Sa voiture est un tueur en série. Et il va être sa toute première victime. Cette voiture maudite, James Dean l'a achetée 5 jours plus tôt. James Dean, il a une passion qui est dévorante, qu'il place au-dessus de tout, c'est la passion pour la vitesse. Il avait une voiture incroyable, il aimait faire de la compétition automobile, il vivait à 200 à l'heure. La star a surnommé son bolide Little Bastard. Et lorsqu'il la montre à l'acteur Alec Guinness, son meilleur ami, ce dernier, en la voyant pour la première fois, est immédiatement saisi d'une étrange prémonition. J'ai ressenti quelque chose d'étrange, comme une voix. Si tu montes dans cette voiture, jeudi, peu importe le jour d'ailleurs, avant 22 h jeudi prochain, tu seras mort. Ignorant le danger, James Dean et son mécanicien Ralph Wutrich prennent place à bord du véhicule 5 jours plus tard. Nous sommes le jeudi 30 septembre 1955. Alors qu'ils prennent la route, et pour une raison inexpliquée, Little Bastard vient percuter le véhicule de Donald Townspeed. Donald Townspeed, c'est un paysan américain qui roule dans un coupé Ford. Il est dans une grande ligne droite, et lui, à un moment donné, sur l'embranchement, veut tourner à gauche. En face, il y a James Dean qui arrive. Wutrich est éjecté et Dean est encastré dans la bagnole, une ceinture, et paf, il prend un coup au thorax et il a le coup du lapin. Et là, on a vraiment l'impression d'une mort écrite d'avance pour James Dean. Malgré l'enquête, 60 ans plus tard, cet accident reste encore mystérieusement inexpliqué. Comment un pilote aussi chevronné a-t-il pu perdre le contrôle à une telle vitesse? C'est une voiture qui va à plus de 200 km/h, eh bien, il trouve la mort alors que sa vitesse n'était pas extraordinaire. Donc il y a déjà un élément de doute, de suspicion, une interrogation qui se pose autour des circonstances de l'accident de James Dean et de son copilote. La Spyder 550 serait-elle porteuse d'une étrange malédiction? Seule certitude, la disparition soudaine de l'icône d'Hollywood n'est que le début d'une longue série de morts énigmatiques liées à cette voiture maudite.
c'est une voiture tueuse. Elle a tué non seulement James Dean, mais elle va tuer plusieurs fois. Cette voiture serait, selon certains, comme hantée par une force surnaturelle. Et elle ne va pas attendre longtemps avant de faire sa seconde victime. Le chauffeur, en fait, qui est chargé de récupérer l'épave de la voiture de James Dean, a un accident avec le camion. Il sort du camion pour vérifier si la voiture est bien arrimée, et en fait, la voiture lui tombe dessus, et il meurt écrasé sur le coup. En 24 heures à peine, et de manière incompréhensible, l'effrayante Porsche 550 a déjà tué 2 personnes. George Barris, l'ami de la star qui avait customisé la voiture, rachète l'épave et décide de revendre plusieurs pièces encore utilisables. Mais ce qu'il ignore, c'est que la malédiction de Little Bastard va frapper à nouveau. Il y a 2 médecins américains qui sont passionnés de course automobile qui rachètent des pièces. Donc il y en a un qui rachète le moteur de la Porsche, qui est encore tout bon, qui le met dans une Lotus, et l'autre achète la transmission, qui met également dans une voiture de course. Le jour de la course, l'effrayante malédiction de la Porsche 550 va s'abattre violemment sur ces 2 pilotes. Ils perdent mystérieusement le contrôle de leur voiture. Le premier restera paralysé à vie. Le deuxième médecin qui, lui, a mis sa transmission dans une autre voiture a également un accident totalement inexpliqué et lui, il décède sur le coup. Et là, eh bien, va commencer à se créer une sorte de légende autour de cette Spider 550. Cette 3e mort suspecte et les nombreux blessés graves terrifient le monde automobile. Certains n'hésitent plus à affirmer que la voiture de James Dean serait hantée par une force diabolique. George Barris, l'ami de la star, qui avait lui-même préparé cet étrange bolide, est effrayé. Il décide de se débarrasser une bonne fois pour toutes de cette voiture maudite. George Barris se dit, bon, il y a peut-être un message derrière tout ça, et lui décide de confier cette voiture à la sécurité routière pour en faire justement une sorte de porte-étendard de ce qu'il ne faut pas faire sur la route. Mais la voiture tueuse n'a pas dit son dernier mot. Au début de l'année 1956, un nouvel événement étrange va nourrir sa funeste légende. La voiture est stockée dans un hangar avec une centaine d'autres voitures. Il y a un incendie qui se déclenche dans le hangar. Toutes les voitures sont carbonisées, sauf une, la voiture de James Dean. La Little Bastard a effectivement une réputation plus que sulfureuse, étrange, presque maléfique. 1 an, jour pour jour, après la mort de James Dean, la voiture diabolique est présentée lors d'une exposition organisée par la sécurité routière comme pièce maîtresse de la manifestation. Little Bastard est ce jour-là placée sous très haute surveillance. La voiture est accrochée en l'air, elle est arrimée à 3 endroits avec des énormes boulons, etc. Enfin, tout est fait pour que ça soit impossible qu'elle tombe. Et en fait, au cours de l'exposition, la voiture tombe à quelques dizaines de centimètres d'un jeune homme de 15 ans. Et le gamin raconte en fait que la voiture a rebondi et en fait lui a cassé les 2 jambes. Si le jeune homme réchappe miraculeusement de la mort, plus personne ne doute que cette voiture démoniaque doit disparaître définitivement. On la remet sur le camion il s'en va, il y a un accident comme d'habitude. Bon, le mec n'est pas mort, donc il descend, il va voir si la voiture elle est toujours bien arrimée. Au moment où il arrive près de la voiture, poum, elle tombe. La voiture maudite vient d'assassiner sa 4e victime. Il y a une malédiction autour de cette voiture. Plus personne n'ose vraiment s'approcher de la voiture. George Barris, lui, il veut vraiment plus en entendre parler. Et il décide de l'envoyer à la casse. Là, il y a tout un dispositif qui est mis en place, c'est-à-dire qu'il y a un camion fermé dans lequel on met la Porsche. Et le gars conduit tranquillement jusqu'à Salinas. La voiture tueuse est enfermée à double tour dans un camion. Et si toutes les précautions ont été prises pour éviter un nouveau drame, les chauffeurs en charge du véhicule n'oublieront jamais l'effrayante découverte qui les attend à l'arrivée. Ça sera le dernier grand mystère en fait autour de cette voiture, c'est qu'ils enlèvent les plombs sur le camion, ils ouvrent les portes et en fait la voiture a disparu. Comment cette voiture maudite, pourtant enfermée dans un camion,
a-t-elle pu disparaître sans laisser aucune trace? Il y a eu de multiples théories, de multiples hypothèses, de multiples légendes. La voiture a disparu, mais ce qu'on me raconte moins, c'est qu'il y a un jour un couple de personnes âgées, qui sont allés déposer plainte, parce que pas loin du désert où ils habitent, il y a un type en blouson rouge, dans une voiture grise. Ils ne connaissent pas, ils n'avaient jamais vu la Spider, ils ne savaient même pas que ça existait. Et ils décrivent la Spider, ils la décrivent la nuit, toujours la nuit, tournant, toujours roulant, et que ça les énerve et qu'ils ne peuvent plus supporter, et qu'ils ne peuvent plus dormir. Ils ont été déposer plainte. Ouais, peut-être là la voiture, James Dean l'a peut-être récupérée, réparée, et il se donne un cœur joie dans le désert. La voiture diabolique de James Dean a, en quelques mois à peine, commis 4 assassinats et tenté de tuer 4 autres personnes. Si ces dernières ont miraculeusement réchappé de la mort, ce bolide continue d'exercer une mystérieuse fascination. Aujourd'hui, des milliers de passionnés se sont lancés à la recherche de cette voiture encore introuvable. À chaque fois qu'il y a une théorie selon laquelle la voiture serait là, à tel endroit, au final, ça ne se vérifie pas. Et encore aujourd'hui, la voiture, c'est sûrement la voiture de collection la plus recherchée au monde. Mais toujours est-il que personne ne sait où elle est, quoi. Une voiture qui a une telle légende noire, c'est particulier. Moi, j'avoue que je préfère qu'on aime les voitures pour leur palmarès ou leurs histoires heureuses, pas pour leur histoire noire. C'est vrai que celle-là, je comprends qu'il y ait des gens qui la cherchent, mais c'est vrai que moi, je préfère qu'on la laisse où elle est, où qu'elle soit, parce que finalement, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux. À ce jour, la disparition pour le moins surnaturelle de la Spider 550 reste une énigme. Que s'est-il passé? Où est ce véhicule? A-t-il été volé? A-t-il disparu de manière surnaturelle? 60 ans plus tard, les Américains continuent à se poser la question. Depuis, personne ne sait si la Spider 550 a fait d'autres victimes. Mais si vous prenez la route, attention, la voiture tueuse de James Dean court toujours. En mars 1997, plusieurs dizaines de milliers d'Américains étaient les témoins de la présence d'un gigantesque ovni dans le ciel de Phoenix, la capitale de l'Arizona. Cet événement appelé les Lumières de Phoenix reste à ce jour la plus incroyable observation jamais faite d'un objet volant non identifié. Hallucination collective ou inquiétante présence extraterrestre, les plus grands ingénieurs, chercheurs et scientifiques aujourd'hui encore n'expliquent pas ce phénomène. Sommes-nous vraiment seuls sur Terre? La réponse est de plus en plus remise en question. Regardez. Vous allez découvrir lors de cette incroyable histoire comment la population de la ville de Phoenix aux États-Unis a été le témoin d'un événement encore totalement inexpliqué aujourd'hui. C'est énorme. Donc les gens décrivent de toute façon, dans un premier temps, quelque chose de monumental. Là, on était face à un objet d'une taille qui n'avait encore été jamais observée. Les gens se disent, merde, qu'est-ce que c'est, quoi? Mais alors, que s'est-il passé lors de cette inimaginable soirée de mars 1997? Des milliers d'habitants de Phoenix ont-ils été victimes d'une hallucination collective? Ou a-t-on fait face pour la première fois dans l'histoire de l'humanité à une incroyable rencontre avec des extraterrestres? C'est le problème du dossier OVNI, c'est qu'il n'y a pas de réponse. Il y a des observations, mais il n'y a jamais de réponse. Phoenix, Arizona, 13 mars 1997. La ville située au cœur du désert vit une soirée de printemps, somme toute, assez tranquille. Vers 20h, la nuit est tombée. Rien ne laisse alors présager de l'incroyable scène à laquelle des dizaines de milliers de personnes vont assister. C'est la ville préférée des retraités américains qui vont y faire du golf. C'est une ville où il fait plutôt beau. Les gens sont dehors, certains font des barbecues. Il y a une comète qui est censée passer et être visible par la population. Donc on est dans une situation où beaucoup de personnes vont se mettre à regarder le ciel ce soir-là. Et du coup, ça va avoir une répercussion sur le nombre d'observateurs qui vont être témoins de ce phénomène particulièrement incroyable. Il est 20h et les habitants de Phoenix
vont tout à coup être attirés par une forme étrange qui se promène dans le ciel. Des gens commencent à regarder quelque chose d'étrange dans le ciel et voient apparaître des lumières. Il y a des personnes qui vont apercevoir un objet assez lointain, mais en forme de V. Des gens voient un engin assez massif, pas très haut. D'autres disent que ça bouge, d'autres disent que ça ne bouge pas. Certains disent que ça part tout de suite. Il est apparu au-dessus des montagnes. Il était presque aussi large que plusieurs maisons et très bas. C'est une des choses les plus énormes que je n'ai jamais vues. Il est apparu dans le ciel, et alors qu'il bougeait, on ne voyait plus du tout les étoiles. On distinguait une forme. Des témoins équipés de caméscopes s'empressent de filmer ce phénomène. Un phénomène que personne n'est en mesure de comprendre. Et les images tournées ce soir-là sont en effet extrêmement troublantes. Des milliers et des milliers de gens photographient ces lumières, filment ces lumières sous différents angles, puisqu'il y a des gens à un bout de la ville qui les filment, des gens à l'autre bout de la ville qui les filment. Et évidemment, on se dit, on ne sait pas ce que c'est. I got that one on video. There's 4 of them. Look at there's 3 of them all together. I got the third one popping. Les premiers témoignages font état d'un objet qui a traversé l'État de l'Arizona jusqu'à son sud-ouest. Au moment où l'objet est passé au-dessus de la ville de Phoenix, c'était clairement un objet qui était à une vitesse extrêmement lente. Le célèbre acteur américain Kurt Russell, présent à Phoenix ce soir-là, a lui-même témoigné avoir vu cet ovni inquiétant. J'ai vu 6 lumières au-dessus de l'aéroport qui formaient indéniablement un V. Plus troublant encore, les témoins rapportent que l'objet volant en question, malgré sa taille, n'émet absolument aucun bruit. Cet objet avance lentement, voire même à certains moments, des personnes vont dire qu'il était presque immobile et il ne faisait aucun bruit. C'est surtout ça, finalement, qui paraissait vraiment étrange pour les gens, c'est ce manque de son, de bruit. Qu'il accélère ou pas, il n'y avait aucun bruit. Il a juste fait chut. D'autres, par la suite, diront qu'ils sont allés, qu'ils ont même vu des silhouettes à l'intérieur des hublots, des soi-disant hublots, etc. Pris de panique, la population se rue sur son téléphone pour alerter les secours. L'affolement monte. Ça, les gens se disent « Merde, qu'est-ce que c'est, quoi ?» Les standards téléphoniques ont été totalement saturés d'appels. On parle là de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de témoins. Alors, que s'est-il passé cette nuit du 13 mars 1997 dans le ciel de l'Arizona? Cette observation va susciter l'interrogation, surtout parce que vous voyez quelque chose, on ne vous l'a pas expliqué, vous vous dites qu'est-ce que c'est? C'est ce qui est assez étonnant dans ce dossier, c'est que passé la stupeur et l'étonnement des témoins, dès le lendemain, les médias ne relayent pas l'information et ça dure pendant pratiquement 2 mois. Certainement, certains journalistes ont pu voir aussi cette scène-là. Mais non, il ne se passe rien. Je pense que les gens, pour moi, ils étaient en état de choc encore le lendemain. Mais au matin du 18 juin 1997, 3 mois après cet étrange phénomène, un média national va oser briser la loi du silence. 2-3 mois après, c'est un quotidien américain, un journal américain, US Today, qui relance l'affaire, qui remet l'histoire de Phoenix sur le devant de la scène médiatique. C'est l'une des histoires les plus bizarres de l'année, les étranges lumières de la vallée dont tout le monde parle, vues par des milliers de personnes et enregistrées par des vidéos. C'est une affaire nationale désormais, mais personne ne sait ce que sont ces vidéos. Fife Symington, le gouverneur, annonce qu'ils vont se renseigner. 3 mois après, attendez les gars, on va se renseigner, on arrive. Beaucoup de nos concitoyens ont été perturbés par cette affaire. Je considère qu'il est temps de mettre fin à toute spéculation et j'ai décidé d'ouvrir une enquête pour faire la lumière une fois pour toutes. Le gouverneur de l'Arizona, en personne, prend les choses en main. Et il va le faire d'une manière totalement inattendue. Et donc, du coup, le gouverneur de l'époque va se sentir obligé, pour désamorcer l'histoire, de faire une conférence de presse. Dans cette conférence de presse, pour dédramatiser encore plus, il fait venir un mec déguisé en extraterrestre. J'ai demandé à l'inspecteur Stein et ses collègues d'escorter l'accusé dans cette pièce afin d'identifier le coupable. Merci de ne pas le laisser s'approcher de moi, s'il vous plaît. Tous les journalistes présents commencent à rigoler. Lui, ça marre aussi. Genre, passons cette histoire, il n'y a pas de souci. Tout le monde savait qu'il s'était vraiment passé quelque chose. Et là, on avait le plus haut représentant des autorités de l'État qui annonçait qu'en termes un peu familiers, circuler, il n'y a rien à voir.
Si Fife Symington, le gouverneur de l'État, semble réfuter tout aspect surnaturel à l'affaire, il a tout de même pris la précaution d'annoncer, plus tôt dans la journée, qu'une enquête allait être menée. Quand on a une observation comme celle-ci, que les gens appellent les autorités et qu'il n'y a pas de réponse de la part de celle-ci, c'est tout de suite on nous cache des choses. Voilà. Donc il y a toujours le côté complot, les aliens sont là, on nous cache des choses, on veut rien nous dire. Pour calmer l'inquiétude grandissante de la population, l'armée américaine va tenter d'expliquer l'étrange phénomène observé et filmé ce soir-là par des milliers de personnes. Un exercice militaire a eu lieu dans le ciel de Phoenix et ce sont des fusées aériennes au magnésium, donc des fusées qui dégagent une énergie et une luminosité assez extrêmes, puisque visibles, je crois, à 200 ou 250 km. Nous pensons que ces fusées ont été confondues avec des ovnis par les habitants de la vallée de Phoenix. Les lumières observées par la population de Phoenix à ce moment-là auraient été ces fusées lâchées depuis des avions dans le ciel de l'Arizona. L'affaire est classée, mais va pourtant connaître un incroyable rebondissement 10 ans après les faits. Le gouverneur de l'époque va revenir sur ses déclarations. Effectivement, il s'est passé quelque chose au-dessus de Phoenix ce jour-là. Qu'avez-vous vu? Eh bien, j'ai vu un immense vaisseau passer au-dessus de la vallée et c'était à couper le souffle. Il dit en fait, cette nuit-là, moi aussi j'ai été témoin. Donc même lui a été témoin. Pour quelle raison le gouverneur de l'Arizona, témoin lui-même de cet incroyable phénomène surnaturel, a-t-il menti et tenté de cacher l'inquiétante vérité à la population? J'ai fait ça parce que j'avais des pressions et que de toute façon, ce n'est pas ce qu'on vous a dit et ce que je vous ai dit. Effectivement, il s'est passé quelque chose au-dessus de Phoenix ce jour-là. Sans aucun doute, c'était un ovni, un objet volant non identifié, et je n'avais jamais vu une chose pareille. Lui, il expliquera plus tard que c'était simplement pour calmer l'hystérie qui commençait à renaître, au vu de toutes ces interrogations maintenant qui étaient médiatisées. Si les autorités américaines ont menti, c'est qu'elles sont totalement incapables de fournir une explication rationnelle sur l'étrange ovni observé à Phoenix en 1997. John McCain, sénateur de l'Arizona et candidat à la présidentielle, finira par l'admettre face aux journalistes. Je voudrais revenir sur une certaine affaire il y a quelques années en Arizona. Des lumières ont été observées et cette histoire n'a jamais été totalement expliquée. La taille de l'objet observé laisse peu de place pour croire qu'il s'agit d'une technologie secrète, militaire ou autre, développée par des êtres humains. Les Lumières de Phoenix est aujourd'hui l'un des cas les plus emblématiques de l'histoire de l'ufologie, donc des ovnis, peut-être un des cas les plus reconnus dans le monde. Donc on en retient que ça reste l'une des plus belles observations d'objets volants non identifiés à ce jour, que ça reste toujours un dossier qui n'est pas clos, qui va encore susciter de nombreuses interrogations. Mais la plus grande difficulté, c'est comment étudier un truc qui est déjà parti. Visiteur d'un autre monde ou non, l'étrange objet volant non identifié qui a survolé la ville de Phoenix fait partie des événements les plus mystérieux jamais observés. Aujourd'hui, plus de 20 ans après les faits, ces inquiétantes lumières restent un phénomène encore totalement inexpliqué.